sur l'élaboration, la déconstruction et la conception. Je vous demanderai un petit peu de silence, un petit peu de concentration pour qu'on puisse passer ce cours dans les meilleures conditions possibles. Voilà, que je n'ai pas trop élevé la voix et que c'est pas simple avec les masques et que vous puissiez voilà, m'entendre sans difficulté. Je vous demanderai également de continuer à participer comme vous l'avez fait hier et surtout d'éviter de discuter entre vous pour ne pas élever le niveau de la salle inutilement, le niveau sonore inutilement. Voilà, j'étais assez satisfait de vos réponses hier. Le niveau sonore n'était pas évident pour moi, probablement pour vous aussi, les portes étaient ouvertes. On est dans une salle qui va être un petit peu plus calme, donc j'espère qu'on va pouvoir faire les choses plus facilement cet après-midi, tous ensemble. Voilà. Alors ma première question, c'est comment vous avez perçu la séance d'hier? Est-ce que vous avez des questions qui restent en suspens par rapport à ce qu'on a vu hier, par rapport à ce que vous avez pu mettre par exemple en parallèle de ce que mes collègues vous ont présenté? Je pense que vous avez commencé à faire des liens entre ces différentes séances, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaiteriez que l'on revienne? Oui? Et juste revenir sur le calcul d'hier, s'il vous plaît. Je vais y revenir tout à l'heure. Avec les harmonies. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont refait le calcul hier soir chez eux? Oui, il y en a qui sont parvenus à obtenir des résultats. Donc on va voir ça tout à l'heure. Je prendrai un temps pour ça. D'autres questions? Il y avait une autre question ici? Non? D'accord. D'autres remarques? Non? Très bien. Alors, hier, nous nous sommes arrêtés sur les structures textiles. Vous vous souvenez qu'on avait revu les structures textiles que vous aviez déjà vues avec Cécile, mais on s'était surtout nous attachés à la manière dont ces structures textiles allaient être utilisées, exploitées dans le contexte de structures en matériaux composites. Vous avez compris qu'on va faciliter le travail de mise en œuvre en ayant recours à des structures textiles qui peuvent avoir un certain nombre de plis, s'il vous plaît, merci, qui peuvent avoir un certain nombre de plis, et on va donc pouvoir réaliser ce qu'on appelle des stratifiés. Les stratifiés, vous les connaissez, pour ceux en tout cas qui font un peu de bricolage chez eux, voici des contreplaqués. Les contreplaqués sont formés de différentes couches de bois. Si vous regardez comment c'est formé, en fait, chaque couche de bois va comporter un pli, en fait, c'est ce qu'on appelle un pli, des plis dans une seule direction. Et les couches sont superposées de telle façon qu'il y ait 90 degrés entre les différentes couches sur ces stratifiés. On a des épaisseurs différentes en fonction de ce qu'on veut faire. À votre avis, quel est l'intérêt d'acheter, de recourir à ces stratifiés dans le cadre du bricolage? Pardon? Alors, l'isolation, c'est pas tant sur le point, parce que là où je m'intéresse sur ces... le point, c'est plutôt en mécanique, qu'est-ce que ça va apporter, en fait, d'avoir recours à ces structures par rapport à du bois, des planches de bois qu'on pouvait acheter. Je pense par exemple en compression dans l'épaisseur? Je sais pas. Non, ça aura le même comportement qu'une seule couche, de même épaisseur, mais qu'une seule couche. Oui. Ça permet de réutiliser les silos et les copeaux, non? Alors ça, c'est sur la procédure de mise en œuvre, effectivement, ça nous permet de pouvoir mieux exploiter le bois et de ne pas perdre effectivement certains éléments. Mais votre question, c'est plus au niveau de compléter des cas ou... Oui, plus en termes d'utilisation mécanique. Tout à fait. Alors ça, c'est un élément, mais qui n'est pas présenté ici. Sur des stratifiés, on peut imaginer avoir des couches de nature différente pour gérer des problèmes d'isolation phonique, des problèmes de mécanique, des problèmes autres. Donc on vient empiler des couches de nature différente. Ici, les couches, elles ont toutes la même nature. C'est simplement qu'on a changé les orientations entre les couches. Oui. Alors, on avance, ça va dans le bon sens, ça. Pourquoi?
C'est pas tant la résistance que la rigidité d'ailleurs qu'il va falloir qu'on considère. Oui. On a un matériau qui résiste à l'abrasion en premier, et un autre matériau derrière qui résiste à un choc et qui va absorber le choc du matériau non abrasif. C'est pas faux, et ça revient à ce qu'on a dit avant, des propriétés différentes pour gérer des problèmes complémentaires. Là, on a les mêmes couches. On n'est pas venu fonctionnaliser en fait le bois. C'est vraiment les mêmes couches de bois. Elles sont juste orientées à 90 degrés les unes des autres. Pourquoi est-ce que je vais acheter ça plutôt qu'une planche de bois où j'ai qu'une seule direction? On réduit la situation par les puissants. Et comme on a vu, c'est le moment d'inertie qui va. C'est le moment d'inertie, je crois qu'il va jouer beaucoup sur plusieurs niveaux. L'inertie va jouer, mais pas directement ici. Non. On réduit le nombre de défauts vu qu'on réduit la surface, on a moins de défauts sur les plus faibles surfaces. Alors on va avoir moins de nœuds, éventuellement, sur des. Effectivement, mais c'est pas encore exactement ça. Ben voilà, effectivement, en fait, en ayant des couches qui sont orientées à différents angles, en particulier à 90 degrés, on récupère des propriétés dans la direction transverse, celle qu'on n'aurait pas pu obtenir avec une planche, si j'imagine une planche avec les fils que dans cette direction-là, ben, elle tient très bien dans cette direction-là, en flexion comme ça tient très bien, et si je regarde ce qui se passe en plan transverse, ben, elle est très mauvaise cette planche, très mauvaise. Là, le fait qu'on ait des fils dans cette direction et qu'on ait des fils à 90 degrés et qu'on vienne empiler des couches, on vient, grâce à ça, apporter des propriétés ici dans deux directions principales. Donc, en fait, on a du bois, on sait que le bois c'est très anisotrope, puisqu'on a des fils dans une seule direction théoriquement, mais le fait d'empiler des couches en choisissant des orientations, on vient créer une structure composite qui va être capable d'avoir une rigidité intéressante ici dans deux directions différentes. Ça nous facilite grandement la vie pour le bricolage. Quand on a un meuble à construire, on ne va pas à chaque fois se poser la question dans quel sens il faut que je découpe le bois pour que ça fonctionne bien en fonction des charges que je vais avoir dessus. Alors, si je regarde juste une étagère, c'est facile. L'étagère, je sais qu'il faut que je mette mes fils dans la direction de la flexion pour que ça fonctionne. Mais sur un meuble, parfois, on a des choses un peu plus compliquées. Alors, on ne se pose pas de questions. Quelle que soit la direction dans laquelle on va découper cette planche, la direction dans les deux axes principaux, ça va fonctionner. On aura le même type de comportement. On n'aura pas exactement le même comportement, on va voir ça juste après, on aura le même type de comportement. L'inertie qu'on a évoquée tout à l'heure, elle va pouvoir être associée en fait avec ces planches si on construit des matériaux sandwich à partir de ces structures. Alors, vous venez de déterminer vos sandwichs. Là, l'idée, c'est de venir prendre une peau assez fine, même plus fine que celle-ci. On vient mettre en dessous un matériau sous forme d'un nid d'abeille. Vous avez, je pense, tous déjà vu des alvéoles dans des ruches, hein, donc c'est des alvéoles hexagonales. Donc on vient mettre une structure alvéolaire sous cette peau et on vient coller en dessous une autre peau de même nature. Donc en fait, on vient séparer, on va avoir au final une épaisseur de bois ou de composite qui va être donnée, mais assez fine, et on vient séparer ces deux peaux par juste un matériau qui vient écarter les peaux. Ça s'appelle un matériau sandwich. Vous en avez déjà vu des matériaux sandwich? Oui, pour certains. Vous en avez chez vous, je suis sûr. Vous en avez chez vous sur du mobilier. Pour ne pas citer cette grande marque qui se trouve un petit peu plus loin, bleu et jaune, dans lequel on peut trouver des meubles relativement légers et résistants. Je ne sais pas si vous voyez les petites tables basses qui sont assez épaisses, mais qui sont très légères. Hein, ou des étagères qui sont parfois assez épaisses, mais qui sont très légères. Vous avez peut-être chez vous. Hein, j'en ai aussi chez moi. Eh bien, ces structures sont très intelligemment conçues. Pourquoi? Parce qu'on a venu jouer sur des structures sandwich. Si vous amusez à découper ces planches, notamment sur des étagères, vous allez vous rendre compte que vous avez deux peaux qui sont assez fines, et en dessous, vous avez du carton sous forme alvéolaire
qui va vous permettre d'écarter donc ces deux pots. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu augmenter l'inertie. On est venu, puisque cette table elle travaille surtout en flexion, hein, on s'assoit dessus ou on met du poids dessus, eh bien on est venu augmenter l'inertie en séparant, en éloignant la matière de la fibre neutre. Si vous aviez pris la même épaisseur de bois, une très très fine, regroupée en une seule couche et posée sur la table, vous n'auriez pas posé 3 dictionnaires dessus, que ça se serait déjà cassé. Donc le fait d'avoir écarté et mis un matériau au milieu qui permet donc de jouer sur l'inertie, on a une matière, une structure qui est très raide et en même temps très légère, puisque le carton qu'on met au milieu, qui est sous forme alvéolaire, n'apporte pas de masse quasiment. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut fabriquer des meubles qui sont raides et en même temps, dans le transport, ça n'apporte pas de masse et c'est très facile également chez vous pour pouvoir les déplacer, voilà, en bénéficier pleinement. Donc on va jouer sur des stratifiés de cette manière, on va ensuite combiner ces stratifiés en rajoutant une couche entre pour venir mettre des matériaux dames, en fait, qu'on appelle dames, et qui vont venir jouer sur l'inertie. Les structures sandwich, vous en connaissez, et vous en utilisez certainement régulièrement. En dehors des meubles, hein, dans lesquels vous en pouvez en avoir, mais... non. Non. Alors, pas forcément avec des alvéoles hexagonales. Je vais vous aider. Du carton d'emballage pour des colis. Vous voyez de quoi je parle? Il est formé comment ce carton d'emballage pour des colis? Vous avez deux feuilles de papier, et entre les deux feuilles de papier, vous avez quoi? Vous avez une autre feuille qui ondule, et qui est collée de part et d'autre. Vous avez là une structure sandwich. On est venu écarter le papier, mettre une structure au milieu qui permet d'écarter ces deux feuilles, et ce carton, ben, il est très raide dans une des directions. Évidemment, si vous considérez les ondulations, dans un sens, vous allez pouvoir le plier facilement, et dans l'autre, pas du tout. Tout simplement parce que vous avez choisi des ondulations. J'arrive pour les questions. Si on imagine maintenant prendre deux feuilles de carton comme celle-là, enfin deux morceaux de carton comme celui-là, et qu'on les empile à 90 degrés l'un de l'autre, ben vous aurez une structure très raide, et en même temps, qui aura les mêmes caractéristiques dans les deux directions principales. Donc vous voyez qu'en empilant et en choisissant comment on fait les choses, et on parvient à avoir des structures, on vient jouer sur l'inertie, qui sont très légères et en même temps très rigides. Hein, c'est tout l'intérêt de venir empiler les différentes couches que je viens d'exposer juste avant. Alors il y a une question un petit peu plus loin. Mais là, comment le physique va faire c'est l'armature en fait. C'est l'organisation de la structure composite. Oui. Non, mais je veux dire, le fait de l'avoir mis en accordéon, ça va venir. Et ça, si on prend un. On peut changer le matériau oui, voilà, et on peut avoir des caractéristiques similaires. Mais si je remplace cette feuille centrale par une feuille de métal, je vais énormément alourdir le système, ça sera plus intéressant. Donc, le principe, c'est effectivement de jouer d'une part sur du matériau et combiner ce matériau dans une structure avec la mise en forme. Quand on travaille sur les matériaux composites, on ne va pas juste travailler sur les constituants et la matrice. On travaille jusqu'au bout sur la structure. Et c'est pour ça, si vous vous souvenez, je vous ai présenté une chaise sur une photo à un moment donné au départ, et c'est la structure elle-même qui exploite les caractéristiques et les propriétés des composites. On peut faire facilement avec ces matériaux-là des structures sandwich. Voilà. Mais je ne parle pas de matériaux sandwich, ce n'est pas un matériau sandwich, mais c'est une structure sandwich qui exploite ces caractéristiques. Oui. Quand on augmente l'épaisseur du matériau, on augmente l'inertie, c'est ça? Oui, quand on augmente une épaisseur, on va augmenter l'inertie. Et quand on la diminue, on augmente la souplesse. Voilà. Mais dans le cadre d'une structure sandwich, on va essayer d'augmenter l'épaisseur sans alourdir le matériau, enfin sans alourdir la structure, simplement en mettant au milieu, là où on n'a pas de contrainte, puisque la contrainte va être en tension d'un côté, en compression de l'autre, et donc à un moment donné on passe sur 0, ben là où on passe à 0, on met un matériau d'âme. Oui. Voilà. Sur un pot de yaourt? Exactement, sur un pot de yaourt, on vient jouer sur l'inertie également, bien sûr. Bien sûr.
Alors, pour mieux vous rendre compte de ce que c'est qu'une structure sandwich et comment on va sélectionner, vous avez des remarques à formuler? Des remarques à formuler? Non? Oui? Non. Non, sur un carton, vous avez des feuilles de papier, donc c'est le même matériau. Derrière, on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que pour des structures composites, vous allez avoir par exemple des pots qui vont être, donc les pots, c'est les deux parties stratifiées qui vont être à l'extérieur, qui peuvent être en carbone époxy. Vous pouvez avoir la peau supérieure qui est juste en carbone et en dessous, on peut avoir du verre, et on peut avoir entre les deux du carton alvéolaire ou de l'aluminium alvéolaire ou d'autres matériaux. L'important, c'est d'avoir suffisamment, d'avoir les bonnes propriétés pour chacune des couches. Oui. Comment? Oui. Eh bien, c'est un peu pareil, bien sûr. C'est un peu le même principe. On vient jouer sur l'inertie. Tout à fait. Il y avait une autre question. Chaque couche, c'est un ensemble Sur les peaux, ici, effectivement, c'est souvent un tissu donc de renfort imprégné de résine. Mais ça peut être plusieurs couches. Comme ici. C'est-à-dire ça pourrait représenter une peau d'un sandwich. Et en dessous, je viens mettre un matériau d'âme qui me permet de surélever cette peau pour en avoir une autre en dessous, mais plus loin. Si. On va vraiment avoir sur on va vraiment avoir une première peau ici qui est un stratifié, donc j'ai plusieurs couches ici de composés, j'en ai une autre ici qui est également stratifiée, qui peut être pareil, et entre les deux, j'ai un matériau d'âme qui est différent. Cette structure, si je la regarde du dessus, ici, c'est souvent une structure alvéolaire, donc sous la forme d'hexagone. Et ainsi de suite. Et là, c'est divisé. On a juste des pingouins. Là, c'est si je regarde du dessus, ce matériau-là. Et celui-là, si je le regarde du dessus, souvent, on a des mails dans une direction, et puis d'autres dans une autre direction. On a un composé. D'accord? Donc, sur la partie, ce qu'on appelle peau, qui est en blanc sur dessin, on vient empiler des couches de tissus tels que je vous les ai montrés, parfois de différentes natures, parfois de même nature, en fonction de ce qu'on recherche. Et cette peau, elle est assez fine. On met un matériau d'âme qui nous permet d'éloigner, en fait, cette peau d'une autre peau qu'on vient coller en dessous. Et cette structure sera très raide en flexion. D'accord? Pour bien vous rendre... Une autre question? Oui. Oui, une âme. C'est ça. Pour mieux vous en rendre compte et comprendre ce qui se passe, quelles sont les propriétés qu'on va rechercher pour les peaux? On va rechercher des propriétés essentiellement de tenue, en traction et en compression. Une structure comme celle-ci va travailler donc en flexion. Et si je mets du poids par-dessus ici, cette partie-là va travailler en compression et cette partie-là va travailler en traction. Donc il faut qu'on ait des matériaux qui soient capables de résister. Qu'est-ce qu'on demande à ce matériau d'âme, à votre avis? D'être, pardon? Qu'est-ce qu'il a parlé? Je n'ai pas vu, du coup, avec ces là. D'accord. On va lui demander de parfaitement adhérer au pot. Parce que si ça n'adhère pas au pot, ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qu'on demande d'autre? C'était cohésif le mot, c'est ça? Qu'est-ce qu'on demande d'autre? Oui. Je pense que surtout absorber un peu l'énergie. Alors on peut parfois demander des propriétés d'absorption. Alors ça peut aussi très bien fonctionner, par exemple en termes d'isolation thermique, vu qu'on a plein d'air, ça marche très bien aussi. Alors, d'abord derrière et puis ensuite. Un module qui permet de se modifier sur le point avec un port de l'élastique, parce que si ça va une formation, ça dépend. Non,
faut que ça tienne, faut que ça ait une certaine raideur, tout à fait. Oui. Homogène, non? Alors, il faut qu'il soit relativement homogène, mais pas forcément. Enfin, il ne faut pas qu'on ait de variation, effectivement, dans l'épaisseur à différents endroits. Voilà, il faut que ça soit homogène, effectivement, dans l'épaisseur. On va aussi lui demander, en fait, et c'est le principal, des propriétés de cisaillement. C'est surtout du cisaillement que va avoir ce matériau. Imaginez que vous preniez des feuilles de papier. Des feuilles de papier A4, vous prenez une ramette de papier, et cette ramette, elle n'a pas de tenue en flexion. C'est-à-dire que les feuilles peuvent facilement bouger, et ça bouge parce qu'elles vont glisser les unes sur les autres. Vous êtes d'accord? Vous avez cette ramette. Imaginons maintenant que je colle les feuilles les unes entre elles. À votre avis, ça donnera quoi à la fin? Ça donnera quelque chose de très raide. Parce que les feuilles ne pouvant plus glisser les unes sur les autres, vous aurez une structure qui sera très raide en flexion. Le principe de lame, c'est ça. Imaginez que sur lame, vous ayez des feuilles. Toutes ces feuilles peuvent glisser sur elles-mêmes si vous ne faites rien. Mais si vous imposez, en fait, à ces feuilles d'être tenues ensemble, eh bien, vous n'avez plus ce glissement possible. Et là, vous allez avoir quelque chose de très raide. Donc, le matériau qui est là, ou la structure finalement qu'on utilise, parce que là, j'ai parlé d'une structure alvéolaire, doit être très raide en cisaillement. Très raide en cisaillement, mais derrière ça, il faut que ce soit très léger. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs. Donc, on a une structure alvéolaire qui permet de transférer ces éléments. Parfois, on remplace cette structure par de la mousse. Vous avez déjà certainement vu ce genre de structure aussi, hein, c'est-à-dire que vous pensez percer un matériau plein, en fait, vous percez le tout et derrière, c'est de la mousse. Parce que la mousse fonctionne très bien aussi pour ce genre de système. C'est très léger et ça permet d'assurer le transfert de charge, de cisaillement. Le principe, c'est que, vu que ça adhère parfaitement au dépôt, que c'est raide en cisaillement, un effort qu'on vient appliquer ici, donc qui se met en compression ou en traction, va transiter par là et va pouvoir se répercuter de l'autre côté. Et donc, on vient récupérer tout de suite de l'effort de l'autre côté. D'accord? Oui? Alors, vous avez expliqué, je comprends qu'il y a dessus, si on appuie ici, si je bouge dessus ici, je vais être en compression ici et en traction ici. Je suis en traction sur la peau inférieure. Non, c'est réellement ça. La peau qui se trouve en dessous, on vient lui tirer dessus. Elle est vraiment en traction. Quand on monte dessus, elle va avoir tendance donc, à se fléchir comme ça. Donc il y a des parties qui sont loin, sur des appuis assez loin, elles vont être aussi, elles, plutôt en traction. Mais l'effort de traction va transiter jusqu'à sur la partie inférieure. C'est vraiment la partie inférieure qui va reprendre cet effort de traction. Si je prends un système, alors là j'ai pas pris avec moi, mais si je prends un simple tube que je fléchis comme ça, j'applique un moment de flexion, la partie supérieure, elle est en compression. C'est-à-dire que si on prenait je l'ai fait parfois, mais il faut prendre un matériau qui en compression plisse. Enfin, si je prends un tel matériau, quand je vais le mettre en flexion, imaginez votre tube, je le mets en flexion, la partie supérieure va être complètement plissée. Alors que la partie inférieure, elle est très tendue. Elle est en traction. Si vous prenez un matériau qui ne plisse pas, mais imaginez que vous faisiez dessus, vous tracez des lignes, je mets en flexion, les lignes au-dessus vont se rapprocher, les lignes en dessous vont s'éloigner. Donc d'où la compression et la traction. Ouais. Oui. Le matériau du dessus, il n'a pas une tube, il va subir les efforts de compression et de flexion, c'est ça? La flexion, en fait, c'est une combinaison de traction et de compression suivant l'épaisseur dans laquelle on se trouve. Donc elle va subir des efforts de compression. Dû à la flexion. Oui, là j'applique un moment de flexion, donc j'applique un moment de flexion. Mais évidemment, si j'ai un effort ponctuel, ça va être plus compliqué que ça. Il va y avoir des combinaisons entre ce qui se passe localement et ce qui se passe ailleurs. Je simplifie un petit peu pour que vous ayez en tête plutôt effectivement, les grandes lignes du fonctionnement, mais voilà, imaginez que vous appliquez plutôt un moment de flexion, vous venez fléchir le système,
ben voilà, la peau supérieure elle va être en compression et la peau inférieure plutôt en traction. D'accord? Donc rappelez-vous de cette ramette de papier qu'on vient fléchir, et pour avoir quelque chose de réel, vous êtes obligé de coller vos feuilles, donc d'avoir un cisaillement, en fait, d'empêcher le cisaillement entre les différentes feuilles, et c'est ce qu'on fait avec ce type de matériau d'arme. Alors ces structures sandwich, elles sont très utilisées dans le domaine des matériaux composites, notamment pour faire des structures qui sont relativement légères et très rigides. J'ai eu l'occasion de travailler avec une écurie de course qui fait des voitures pour Le Mans, des voitures de course pour Le Mans, donc à fabriquer des voitures écoles, donc avec des contraintes importantes bien sûr en termes de sécurité, donc c'était des biplaces, avec la volonté également d'avoir des véhicules qui ne soient pas trop chers. C'est pas pour faire les 24 heures du Mans et donc avoir un véhicule extrêmement cher, c'est avoir la possibilité de pouvoir emmener des pilotes quand même avertis sur un circuit et donc d'avoir voilà, plusieurs véhicules, mais pas trop chers. Eh bien, l'idée de départ pour travailler sur ces structures, c'était effectivement de trouver des moyens de jouer sur des épaisseurs, de l'inertie, pour pouvoir avoir cette cellule de survie faite en peau carbone, mais qui soit suffisamment résistante. Et on a largement eu recours à des matériaux sandwich, et puis par endroit à des corps creux. Alors qu'est-ce que j'appelle un corps creux? Ça fonctionne comme un sandwich, sauf que je ne mets pas de matériau d'âme entre les deux, ici, et j'ai simplement mon sandwich, ma peau qui revient sur les côtés ici, qui vient coller en fait, un peu comme le carton. C'est-à-dire que pour avoir un corps creux, eh ben, je viens ramener cette peau ici, de ce côté-là, ici, elle vient se coller, hein. Voilà. Et donc, je mets du vide. Ben, ça fonctionne très bien aussi. Ça fait des raidisseurs, de type corps creux, et on vient coller de temps en temps ici, et ça donne des structures vraiment très très résistantes et tout à fait adaptées. Imaginons que sur cette cellule de survie, eh bien, je dois fixer des équipements. C'est le cas, j'ai besoin de fixer des sièges, j'ai besoin de fixer des ceintures de sécurité. Ben, comment est-ce qu'on fait tout ça? Eh bien, on vient incorporer dans la construction des matières qui vont être capables de pouvoir reprendre des efforts avec des vis. Donc, en l'occurrence, je vais mettre des blocs d'aluminium suffisamment épais pour pouvoir venir percer et venir mettre des vis qui vont permettre de faire toutes les fixations. Donc, on va concevoir en fait la structure composite avec à des échelles ici, effectivement, des matériaux composites tels qu'on les a décrits, des structures sandwich, des corps creux et puis d'autres inserts, qu'on appelle des inserts, dans lesquels on va pouvoir venir fixer des équipements. D'accord? Donc, on va pouvoir utiliser toutes ces propriétés pour atteindre nos objectifs en termes à la fois de coût et puis de performance. Et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ces solutions ne sont pas juste destinées aux voitures de course, et que vous en avez chez vous. Hein, et si vous avez l'occasion un jour de pouvoir découper une planche ou une étagère qui provient de ce fameux magasin, ben vous verrez comment c'est fait à l'intérieur. D'accord? Pour ceux qui en ont, je suis sûr que vous allez essayer chez vous de la peser, de regarder un peu comment c'est fait. Vous découperez probablement pas, mais voilà, vous irez regarder de plus près comment c'est fait. Vous n'avez pas pris quelques clichés de l'époque des bus? Non, j'ai pas de clichés. Non, mais je pourrais vous montrer. Mais j'ai ça dans mon bureau, donc je pourrais vous montrer ça. Donc sur ces stratifiés, on va assez rapidement repasser sur quelques équations. Donc ne criez pas, il n'y a rien de dramatique. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait tout ça. Alors, le principe, vous vous souvenez de la loi de Hooke généralisée, où on avait ces relations qui venaient relier les contraintes aux déformations ou les déformations aux contraintes. Donc là, j'ai la matrice de souplesse, puisque j'ai les déformations à gauche et les contraintes à droite. Cette loi de Hooke peut se simplifier dans des conditions particulières. En particulier, ici, les conditions particulières, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse des contraintes planes.
Est-ce que vous avez des questions sur cette loi de Hooke généralisée? Je sens qu'il y a un peu d'animation. C'était pour la loi de Hooke généralisée. Voilà. Il y a des questions du coup? Non? Donc les hypothèses, l'hypothèse des constraints prime va nous permettre de simplifier cette écriture. C'est quand même assez génial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va considérer ici que les épaisseurs sont faibles, et comme les épaisseurs sont faibles, on va considérer que les contraintes ne sont que dans le plan du composite, et il n'y a pas de contraintes hors plan, selon Z. Donc on va supprimer des lignes et des colonnes. Alors, on supprime beaucoup, vous voyez qu'on supprime 3 lignes et 3 colonnes. Ce qui fait qu'on récupère, en fait, une loi de Hooke généralisée en contrainte plate qui s'écrit comme ça, avec beaucoup moins de coefficients caractérisés. Ça, c'est super intéressant, parce qu'au final, quand vous voyez la matrice générale, vous voyez que ça fait beaucoup de coefficients caractérisés. Bah, si on fait cette hypothèse des contraintes planes, parce qu'on a la chance de travailler sur des composites ou des taux et d'épaisseur faible, on va pouvoir travailler avec ce système. Donc on fait cette hypothèse, on a toujours l'inversion entre la souplesse et la rigidité. Ici, j'ai mis des Q et pas des C comme on l'avait avant, parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre les C et les Q que vous avez ici. Ici, j'ai bien supprimé les S, et ensuite j'inverse les S et j'obtiens cette matrice-là. Hein, je n'ai pas supprimé les lignes avec les C. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est plutôt ça, plutôt que les équations qu'on a juste au-dessus. Donc là, je vais vous l'exprimer, je vais vous expliquer tout ça avec les mains, et vous allez voir que c'est assez simple de comprendre comment tout ça fonctionne. Ce qu'on veut faire, c'est être capable de représenter ces matrices visuellement, en fait, d'avoir une possibilité de comprendre comment ça fonctionne visuellement. Et on utilise pour ça ce qu'on appelle des diagrammes polaires. Les diagrammes polaires vont avoir deux axes. Sur l'axe des X, je vais par exemple décider, et c'est mon premier exemple, c'est simple, décider de mettre la raideur, le modulium, dans une direction que je nomme 0. 0, ça correspond à une direction de fibre, par exemple. Je dis que telle direction, c'est 0. Donc je mets le modulium que j'ai dans la direction 0. Et ensuite, je note le modulium que j'ai pour des angles que je vais prendre sur cette plaque. Imaginons que je travaille sur ce système-là. Je dis que ça, c'est mon 0 degré. Donc, j'ai une certaine raideur en tirant dessus, et je note un point ici à 0 degré. Imaginons maintenant que je tire à 90 degrés ici. J'ai un autre point à 90 degrés. Il se trouve que là, sur mon schéma, j'ai le même nombre de mèches, le même type de mèches, j'ai les mêmes raideurs à 0 à 90. Et donc, sur mon diagramme polaire, ce point-là et ce point-là ont les mêmes valeurs. Par contre, si maintenant je décide de tirer à 45 degrés, ben, je vais avoir une valeur plus faible, ici. Et ce diagramme représente simplement l'ensemble des angles qu'on aurait pu trouver pour tirer sur le matériau. Et vous voyez qu'ici, on constate bien l'anisotropie. C'est-à-dire que vous avez, dans la direction 0,90, les mêmes caractéristiques. Hein, donc à 0 ici et à 90, on a les mêmes caractéristiques. Par contre, quand on vient se trouver à 45 degrés ou à des angles intermédiaires, on a d'autres caractéristiques. Si on a un matériau isotrope, qu'est-ce que je dois obtenir à votre avis? Un cercle, tout simplement. D'accord? Donc, ce diagramme polaire est très intéressant parce qu'on va pouvoir directement représenter les performances de notre matériau dans le plan. D'accord? Oui? Alors, les courbes vertes. Donc, les courbes vertes, c'est le cisaillement. Et on voit que la courbe verte, elle est opposée par rapport à la courbe rouge. Oui. La courbe verte, elle fait une croix comme ça. Elle fait une croix comme ça, ici. Et elle est tournée de 45 degrés par rapport à la croix rouge. Vous voyez? Parce que le cisaillement va être très bon à 45 degrés. Si je veux avoir un système qui fonctionne bien en cisaillement, il faut que je cisaille à 45 degrés. Là, je vais être très bon en cisaillement.
Si je cisaille comme ça ou comme ça, je vais être très mauvais. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure les coups faibles à 0 à 90. Par contre, si je cisaille 45 degrés, je vais être très bon. Et c'est pour ça qu'on a la possibilité d'avoir ces courbes vertes que vous ne voyez pas, hein, mais qui existent pourtant. Et vous aurez les PowerPoint pour pouvoir regarder tout ça. Oui. Pour l'hypothèse des contraintes, on regarde deux plans, c'est ça? L'hypothèse des contraintes planes, on regarde un seul plan. Un seul plan, mais deux axes. Ben, on regarde tous les axes dans ce plan. C'est tous les axes dans ce plan. Mais c'est qu'un seul plan. Oui. Bien sûr. Donc les courbes vertes représentent non pas la tenue en raideur dans une direction, mais représentent la tenue en cisaillement. Donc le cisaillement, c'est imaginons que je cisaille cette même plaque à 0 degré, comme ça. C'est un cisaillement qui se fait très facilement et donc très peu performant. Comme ça aussi, ça ne marche pas tellement. Par contre, si je cisaille à 45 degrés, là je suis très bon. Et c'est pour ça que la courbe verte que vous ne voyez pas est très bonne en fait à 45 degrés ici. Elle est comme ça la croix. D'accord? Alors maintenant qu'on a dit ça, et que vous avez compris que pour un matériau isotrope, il fallait obtenir un cercle, vous allez pouvoir me dire, à votre avis, à quoi correspondent les diagrammes polaires qu'on a représentés ici et ici. Donc sur celui de gauche par exemple, c'est exactement un unidirectionnel. On a des fils dans une seule direction et c'est cette direction-là. On voit que les performances les plus faibles, elles sont observées à 90 degrés, ce qui paraît complètement logique, hein, ici, et que quand on va dévier un tout petit peu du 0 degré, on voit qu'on chute très rapidement en termes de propriété. D'accord? Oui? Sur cette voie-là, comment ça se fait? Est-ce que on a juste un quart de cercle sur un Ah, si on avait juste représenté un quart en fait du diagramme? Alors c'est une bonne question. En fait, je vous présente ici qu'une partie des diagrammes polaires. Parce que ça, c'est le diagramme polaire dans le plan. Et on fait le même diagramme en flexion, et à ce moment-là, il n'est pas du tout symétrique comme vous le voyez ici. Et comme il n'est pas symétrique, on ne peut pas représenter ça sous cette forme. Tout à fait. Et ça permet justement de voir, avec ce complément, de voir dans quelle situation on se trouve. Tout à fait. Donc, là, je suis effectivement satisfait que vous ayez compris comment ça marche. Donc ça, on est sur l'unidirectionnel. Et sur celui-là, à votre avis? Oui? Voilà, tout simplement, on a un déséquilibre entre les deux directions. On a plus de fibres à 0 degré que de fibres à 90 degrés. Exactement. Oui? Est-ce que les périmètres sont proportionnels au Eh oui, c'est ce qu'on va regarder. Sur les modules, tout à fait. Il y avait une autre question au fond? C'est bon? D'accord. Alors, justement, on va regarder différents types de structures d'empilement qui peuvent nous donner ces caractéristiques. C'est-à-dire que pour obtenir cette caractéristique-là, ici, donc ça on a dit que c'était un unidirectionnel, pour obtenir celui-là ou celui-là, qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Quel est l'empilement en fait composite qui correspond à cette réponse? Alors à votre avis, sur le diagramme en bas ici, comment je peux faire pour obtenir ce résultat? Qu'est-ce que je peux utiliser pour obtenir ce résultat? Alors, deux structures textiles ou autres. Donc, si je prends une structure textile, on prend une toile par exemple. Si je prends une toile équilibrée avec les mêmes quantités, j'aurai exactement ce comportement-là. Imaginons maintenant que je n'ai pas de toile, je n'ai que de l'unidirectionnel. Comment est-ce qu'il faut que j'empile mes unidirectionnels pour obtenir ce résultat? On voit ses propriétés. Par exemple, si ça fait 100, on va avoir 300 dans les 3 couches. Mais 3 couches dans la même direction? Dans la direction 90, c'est. On est obligé de combiner les directions. D'accord? Donc pour obtenir ce résultat-là,
je suis obligé de mettre autant de couches dans la direction 0 que de couches dans la direction 90. D'accord? Ici, non. Je n'ai aucune couche à 45 degrés parce que je vois qu'en module, je suis très bas et je n'en ai pas. Pour avoir des couches à... Enfin, s'il y avait eu des couches à 45, cette partie rouge ici, cette partie rouge, elle serait beaucoup plus élevée. On pourrait avoir un schéma, en fait, où on aurait un axe ici, quelque chose qui s'affaisse un petit peu, mais pas beaucoup, et qui revient. Donc, si je m'affaisse beaucoup ici, c'est que je n'ai pas de couche à 45 degrés. Donc là, je suis vraiment orienté entre du 0 degré et du 90 degrés. Oui? On regarde quoi? On regarde, on est quand même dans l'hypothèse des contraintes planes, on est quand même dans un plan, mais on a effectivement une somme sur l'épaisseur de contribution de différentes couches. On fait une moyenne de ce qui se passe sur les différentes couches, bien sûr. Pour avoir le résultat ici en haut à droite, comment est-ce qu'on peut faire? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une importance? Alors, je vais vous proposer simplement... alors, les stratifiés, on les nomme assez facilement en écrivant des crochets. Et par exemple, pour indiquer le matériau en bas à droite, je vais utiliser du 0 degré, donc je note 0, et du 90. D'accord? Donc avec des crochets. Si je note ça comme ça veut dire que j'ai une couche à 0 degré et une couche à 90 degrés. D'accord? Celle qui est présentée en haut à droite, vous m'avez dit qu'il fallait beaucoup plus de couches à 0 que de couches à 90. Je pourrais très bien dire que je prends 0, 90, 0 par exemple. Ça pourrait fonctionner, j'ai 2 fois plus de couches à 0 que de couches à 90. D'accord? On va, avec ces stratifiés, considérer ici, parce que j'ai dit que toutes les couches ont la même épaisseur, j'ai le même nombre de couches. Parfois, vous allez voir des stratifiés qui sont faits avec un petit indice ici, qui indique le nombre de couches concernées. Donc là, on considère que j'ai les mêmes couches. Alors, à notre avis, ce 0,90 est-il équivalent à un 90,0? Oui. Alors, pour le fabriquer, on ne va pas forcément... Alors, en fait, c'est juste une rotation de 90 degrés de ma plaque. Hein. En termes de propriétés de modules, est-ce que mon diagramme polaire en module ion sera équivalent? C'est indépendant de la forme. Oui. Voilà. Donc, ce système-là va donner le même diagramme en termes de module ion. Ce sera le même diagramme pour le module ion. Par contre, ça donnera des réponses différentes en flexion. Parce qu'en flexion, il faut que la peau inférieure, qui travaille en fraction, est bien sûr à 0 degré par rapport au sens de la flexion. Donc, ça ne va pas répondre du tout de la même manière si je suis en flexion. Imaginons maintenant que je veuille fabriquer ces plaques. Eh bien, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver parce que on a un effet physique ici qui va se produire au moment de la fabrication qui fait que je n'aurai jamais une plaque plane à la sortie du moule. Ça, c'est des exemples. Je vous avais parlé de ce plateau en Inde ou pas lors de la première ou deuxième séance? Vous avez parlé d'un plateau? Non, pas encore. Donc, pour vous expliquer ce qui se passe,
on avait été sollicité par un designer qui souhaitait faire des produits en composite. Il avait été séduit par des multi-axiaux faits à partir de fibres de lin. Donc c'est vrai que ça avait un côté esthétique qui était intéressant. Et il souhaitait, avec ces fibres de lin, faire des plateaux pour de grands restaurants. Donc le principe, c'était d'avoir effectivement le fond du plateau avec une résine transparente qui permette de voir la structure du lin et un léger rebord. Voilà, il avait fait un design particulier pour son plateau. Et nous, on avait eu la mission eh bien, de fabriquer, enfin de faire des prototypes et de fabriquer quelques plateaux qui correspondaient à son design. Et bien, on a eu le plus grand mal en fait à fabriquer ces plateaux parce qu'on a été confronté donc, à ce problème physique que je vais vous expliquer. On était bien conscient qu'on allait le rencontrer, mais on espérait pouvoir le contourner. Alors qu'est-ce qui se passait? Donc on avait notre moule, on mettait notre multi-axial à l'intérieur du moule, et il y avait donc deux directions, 0,90 sur ce multi-axial. C'était cousu entre. Et on avait pour le cas du process des rebords qui étaient très grands, qui venaient en fait être découpés après pour être à la hauteur souhaitée par le designer. Donc quand on sortait les plateaux du moule, ça se passait plutôt bien, les aspects en tout cas esthétiques étaient respectés. Et quand on venait commencer à découper le bord du plateau, qu'est-ce que faisait le plateau? Il voilait complètement, il se mettait à gauchir, donc on n'avait plus du tout un plateau plan, on avait un plateau tout tordu, simplement parce qu'on était venu réduire l'épaisseur en fait, du bord. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'en réduisant l'épaisseur du bord, on avait perdu beaucoup d'inertie, puisque l'épaisseur jouait, nous apportait de l'inertie, donc la raideur en flexion, et on avait libéré des contraintes internes. Donc il y avait, en fait, ce système était bourré de contraintes internes, et donc en libérant les contraintes internes, ça venait se voiler. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet bilame. Vous avez tous déjà rencontré l'effet bilame. C'est quand vous avez deux matériaux, deux systèmes de nature différente, anisotropes, qui du coup vont pas se comporter pareil quand on les sollicite. Alors là, en l'occurrence, c'était un process où la résine allait réticuler, donc il y avait des phénomènes de contraction différentielle suivant les directions, et donc on avait des contraintes qui apparaissaient à l'intérieur. Alors il y a une question, et après je vous explique l'effet bilame. L'effet bilame. Bilame. Comme une lame, et il y en a deux. Le principe est le suivant. Pour faire un clignotant de voiture, un moyen est d'utiliser deux matériaux métalliques qui ne vont pas avoir les mêmes dilatations thermiques. Je colle les deux matériaux métalliques ensemble et je fais ce qu'on appelle un bilame. D'accord? Ce bilame qui est plan, si je l'utilise dans un circuit électrique et je le fais parcourir par du courant, je fais passer un courant à l'intérieur, le métal va chauffer. Comme les deux matériaux ne vont pas se comporter de la même manière avec la température, ils ne vont pas se dilater de la même manière, il y en a un qui va se dilater beaucoup plus que l'autre, ce bilame va se courber, va se redresser, du côté où, celui qui est en dessous va se dilater beaucoup plus que celui qui est au-dessus, et donc il va se redresser. Si ce bilame, je le mets dans mon circuit électrique et que j'assure un contact ici par exemple, je fais passer le courant. Le courant fait chauffer le bilame se courbe, le courant ne passe plus. Ma lampe est éteinte. Ça refroidit, ça redescend, ça retouche, le courant circule à nouveau, la lampe est allumée. La lampe est allumée, mais ça chauffe. Le bilame se courbe à nouveau, la lampe est éteinte, et ainsi de suite. Et là, on a un clignotant avec un bilame, tout simplement, en jouant sur les propriétés de dilatation différentielle entre ces deux matériaux. Donc là, on vient jouer sur un système physique de dilatation différentielle. Et donc, on a quelque chose qui est plan, mais si c'est chauffé, c'est plus plan du tout. Dans le cas du composite, on va transformer de la matière et on va chauffer d'une part pour réticuler, puis d'autre part, il y a des retraits différentiels au niveau de la résine. On a des renforts, surtout qu'empêchent ces retraits différentiels en fonction des directions dans lesquelles ils sont placés. Et donc, on a cet effet
qui se produit au moment où on va sortir le matériau du moule. Il est contraint dans le moule, et quand on le sort du moule, eh ben, les contraintes internes vont s'exprimer et la matière va se voiler. Donc si je fais juste une plaque plane, je sors ma plaque, elle est complètement voilée. Si je fais un plateau, vu que j'ai mis de l'inertie, ben, le plateau il va être plat avec des rebords qui sont très grands, et il y a plein de contraintes internes qui sont libérées au moment où je supprime l'inertie du bord. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc, cet effet Iman. Et comment est-ce qu'on vient contrer cet effet, à votre avis? Comment je peux contrer cet effet? En faisant? Si on force suffisamment dans l'autre sens, il ne reviendra pas. Enfin, il reviendra à la normale. Alors, le contraindre dans l'autre sens, c'est la bonne piste. Mais comment je peux le contraindre dans l'autre sens? Eh bien, par exemple, sur mon matériau métallique où j'ai deux dilatations, il suffit que je fasse en fait non plus 2 couches, mais 3 couches. Si je prends 3 couches avec les 2 couches de chaque côté identiques, ben, peu importe la couche centrale, en fait, elle va être contrainte de la même manière des deux côtés, et mon système va rester plan. En fait, j'ai une symétrie, qu'on appelle une symétrie miroir. Ben, pour les composites, on ne fait jamais des systèmes comme ceux que je viens de vous présenter. Parce qu'il y a cet effet bilan qui se produit, et on sait que ça va être soit bourré de contraintes internes qui vont s'exprimer à un moment donné, soit on ne va pas être capable de faire des structures planes. Donc, toutes les structures composites, stratifiées, on met un petit S derrière, ici, pour dire symétrique. Et en fait, on fait de la symétrie miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce 0,90, 0, en fait, il est égal à 0, 90, 0, et là, je vais mettre en symétrie miroir. 0, 90, 0. Voilà le matériau qu'il faut faire. Pour cela, on ne va pas avoir 0,90, on va avoir 0, 90, 90, 0. Pour celui-là, on aura 90, 0, 0, 90. Et là, on n'a plus de problème sur notre fonctionnement. Alors, il y a 2 questions, peut-être là et là, dans l'ordre des mains levées. Dans le cas du 0,90, 0, on n'a pas le but nom dans le sens 0 et dans le sens 90. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va être plutôt dans ce contexte-là. Voilà, tout à fait. Du coup, je comprends pas pourquoi on a besoin de symétrie miroir sur 0,90. Non, ici on n'a pas forcément. Non, ici on n'a pas forcément besoin. C'est surtout pour cela, ici on l'a déjà. Je vais aller un peu vite dans mon. C'est bien que vous suiviez comme ça, parce que du coup, on n'en a pas besoin, elle y est déjà. Mais en même temps, ça n'empêchait pas de le faire. Ça n'aurait rien. Voilà, ça aurait donné le même résultat. Donc il faut que ça soit symétrique. Donc là, on a déjà cette symétrie miroir ici. Alors comment je peux l'écrire différemment ici? Imaginons qu'en fait, j'ai un système où je considère un nombre de couches. Je pourrais avoir par exemple 2 couches, 2 couches, 2 couches. Je rajoute des petits 2 ici pour indiquer que je n'ai pas de 2 plis. Ça serait égal à 0, 2 couches, 90, une couche symétrique. D'accord? Et si je fais la symétrie miroir, j'aurai bien 2 couches de 90 qui vont être au centre et 2 couches à 0 après. Ok? Alors, ça c'est important de comprendre qu'on ne peut pas faire une plaque plane si on ne respecte pas cette symétrie miroir. Voilà. Dans le cas, oui. Parce que la dilatation thermique n'était pas la même sur les 2 matériaux. Alors il faut chauffer de telle façon que la dilatation thermique soit la même. Ça voudrait dire qu'il faut chauffer peut-être plus sur celui qui est censé dilater moins et moins sur celui qui a un coefficient de dilatation plus élevé. Donc c'est pas évident. Si j'ai la même température, ça ne marche pas. S'ils ont le même coefficient de dilatation thermique, on n'a pas d'effet bilan. Ils vont se dilater de la même manière et on n'a pas cet effet. Il faut bien que les matériaux aient des dilatations différentielles. Donc dans mon 0,90, qu'est-ce qui se passe? J'ai un côté où j'ai du 0 degré, où j'ai des fibres qui vont être très raides et qui vont m'empêcher de me dilater en quelque sorte. Et sur le 90, dans le sens 0 degré, je vais me dilater
beaucoup plus facilement puisque j'ai de la matrice. C'est ça, en fait, l'effet Dylan qu'on a dans le cadre du composite. Oui. Pour l'écriture avec le S, Oui. soit on écrit 0,90 S, soit on écrit 0,90, 90, Exactement. Exactement. Mais souvent, on utilise la notation avec le S, c'est plus facile. Exactement. Oui. Donc, pour d'autres anecdotes, on ne voit pas où est le problème, en fait, avec les trucs de lin. Alors, pourquoi dans le cadre du lin, on avait un problème? Parce que dans le cadre du lin, on avait un multi-axial qui était 0,90. Alors, comme nous, on savait, si on prenait qu'une seule couche, 0,90, on allait dans exactement dans ce que je viens de vous présenter, et là, ça nous aurait paru logique d'avoir ce voilage. Mais évidemment, comme on savait qu'on avait cette situation, on avait pris un tissu, enfin une structure 0,90, et en dessous, on avait mis en fait un 90,0. Enfin, on avait pris le même, hein, mais qu'on avait tourné pour faire du 90,0. Et on observait malgré tout, on observait ce voilage. Donc la question que moi je vous retourne, c'est quel était le problème auquel on était confronté? Pourquoi est-ce qu'on avait malgré tout ce voilage alors qu'on respectait la symétrie miroir? Et on a mis quand même un tout petit peu de temps avant de comprendre ce qui se passait. Ce n'est pas lié à la matrice, c'est lié à la fabrication en fait du multi-axial de lin. Ben, dans le cadre de ces plateaux, on pensait faire la symétrie miroir, et malgré tout, on avait quand même un voilage qui apparaissait sur nos plaques, enfin sur nos plateaux. Oui. Là, dans le cas du plateau, si on met deux unidirectionnels à 90 degrés, on n'a pas ce problème du coup. Si on fait juste du 0 du 90, si, on aurait le couplage entre les deux. Si on fait pareil autour, si on a autant de 90 que 0, donc non, si on prend juste du 0,90, si on fait juste du 0,90, on a un voilage qui apparaît. Soit le voilage apparaît immédiatement à la sortie du moule, soit il apparaît au moment où on va utiliser le plateau. C'est-à-dire que, imaginons que je sois capable de faire des éprouvettes en jouant sur les dimensions, parce qu'on peut le faire, je joue sur les dimensions de telle façon que le voilage ne s'exprime pas. Donc j'ai du 0,90 et je ne le vois pas apparaître. Mais quand je vais tirer sur l'éprouvette, par exemple, je pense tirer dans le sens J, et en fait je vais tirer dessus et mon éprouvette elle va tourner. Parce que les contraintes internes et le couplage va faire que ça va tourner. Ça, je peux vous le montrer mathématiquement sur une feuille de calcul qui est disponible. On a un couplage en fait sur les stratifiés. C'est sur la matrice en fait de comportement du stratifié. On a des termes qui vont coupler le epsilon dans le sens longique et les epsilon de cisaillement en fait dans l'autre direction. Et donc on a ces termes de couplage qui apparaissent quand on n'est pas en symétrie miroir. Quel que soit le système, si on n'a pas de symétrie miroir, on a ces termes de couplage qui apparaissent. Donc soit ça s'exprime au moment où on sort la pièce du moule, soit ça s'exprime quand on tire dessus. Obligatoirement. Voilà. Parce que ça fait 0,90, 90, 0, le fait que 90 soit collé, ça a additionné les forces dans les contraintes qu'elles exprimaient. Non, théoriquement ça marche aussi. Alors je vais vous aider parce que c'est pas évident. Oui. Non, c'était pas la forme du plateau lui-même. Je vais vous aider. Pour faire un multi-axial, qu'est-ce qu'on fait? Je prends du 0, du 90, je le mets l'un sur l'autre, et ensuite qu'est-ce que je fais? Je viens coudre. Pour pas que ça bouge, je viens coudre. Et bien ce fil de couture, il n'était pas symétrique. Et ce fil de couture, quand on travaille sur des matériaux comme du verre ou du carbone, on a un petit fil de couture en polyester qui apporte aucune rigidité. C'est très très fin et on n'est pas embêté. Sur du lin, on utilise du coton. Le problème, c'est que le coton vis-à-vis du lin, il n'y a pas de grande différence de propriété. C'est que le coton, il apporte aussi de la raideur. Et donc le fil de couture venait modifier la réponse. Et comme ce n'était pas du tout symétrique, ben même si nous on retournait, en fait, on avait un décalage. La manière dont il faisait qu'on avait un décalage. Et donc on pensait faire de la symétrie miroir et on ne l'était pas. Donc tout s'est expliqué facilement par la physique en disant, ben oui,
vu qu'on n'était pas en symétrie miroir, c'est normal qu'on ait ce phénomène. Et il a fallu, en fait, on demande au niveau du process de fabrication du multiaxial qu'il inverse son système, lui, chez lui, pour nous proposer une vraie symétrie miroir et pas un système que nous, on essayait de reconstituer derrière. Et une fois qu'on est parvenu à avoir cette symétrie miroir, eh bien, on avait des plateaux qui étaient plans, quelles que soient les épaisseurs que l'on venait choisir. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et si jamais vous avez des structures qui sont planes à la sortie du moule, ça ne veut pas dire que, donc si la symétrie miroir n'est pas respectée, ça ne veut pas dire que votre système fonctionne, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a plein de contraintes internes, et au moment où vous allez tirer dessus, ben, ça va s'exprimer, vous allez avoir des comportements un petit peu bizarres. D'accord? Alors, on joue aussi là-dessus. Pour faire, par exemple, des zones, eh on va jouer sur ces phénomènes, on va pouvoir sélectionner des directions privilégiées pour pouvoir avoir une courbure, en fait, sur l'autre qui est maîtrisée, qui peut même évoluer en fonction de la tension. Donc, on peut s'amuser, en fait, avec ces phénomènes en fonction des pièces, des applications que l'on veut avoir. Donc, c'est stratifié, c'est loin d'être évident. Il faut comprendre voilà, les grandes lignes. Alors, qu'est-ce que je vous demande de retenir de tout ça? Ça peut vous paraître parfois peut-être un peu compliqué. Je vous demande de comprendre ce qu'est un diagramme polaire, d'être capable de me dire ce que vous venez de me dire, que pour le diagramme du bas, on est sur un système où on a autant de couches à 0 qu'à de couches à 90, de dire que pour ce diagramme-là, on est plutôt orienté à 0 degré, de comprendre que c'est important d'avoir une symétrie miroir pour éviter ces effets, et puis de comprendre qu'on n'a pas le même comportement en flexion si j'utilise celui-là ou celui-là, le 0,90 symétrique ou le 90,0 symétrique, je n'aurai pas le même comportement en flexion. Forcément, si mes couches qui sont les plus extérieures sont à 0 degré, j'aurai le système le plus raide en flexion. Alors si mes couches extérieures sont à 90 degrés, je vais être très très souple en flexion. D'accord? Donc, il faut choisir les bonnes directions par rapport au système. Ça veut dire aussi que si vous faites des étagères avec des contreplaqués, il faut que les couches extérieures, les fibres des couches extérieures soient dans la direction de l'étagère. Ça, c'est ce qui va le mieux fonctionner. Si vous avez vos couches extérieures qui sont orientées à 90 degrés, vous aurez un système qui fonctionnera moins bien en flexion. Ce sera moins raide en flexion. D'accord? Vous pouvez, hein. Les plaques qu'on a dans le bloc, les deux plaques qui sont à l'extérieur, c'est juste dans Non, les plaques que vous avez à l'extérieur, elles, c'est déjà des stratifiés. Donc en fait, vous avez, sur vos plaques extérieures, vous avez, alors c'est assez fin, mais vous avez déjà deux ou trois orientations, et chacune des plaques est identique. Voilà. Tout à fait. D'autres choses sur ces histoires de stratifier, ça vous paraît clair sur au moins sur avec les mains, capable d'expliquer comment ça fonctionne, tout ça, c'est bon? Je vous demanderai pas plus, je vous demanderai pas de calcul, je vous demanderai rien de tout ça, et je suis conscient que c'est pas forcément votre formation initiale, donc je vous demande simplement d'avoir voilà, les notions qui sont derrière, pour être capable d'échanger avec des gens qui font des calculs derrière et comprendre ce qui se passe. D'avoir le sens physique, voilà, derrière de ce qui se passe quand on utilise ce type de structure et ce type de matériaux. Alors, donc on a vu élaborer, donc c'était tout ce qui était constituant, on a vu la partie orientation, et on va maintenant passer au troisième volet, concevoir. Donc on est toujours dans la troisième grande partie du cours. On abordera tout à l'heure la partie 4, qui est plutôt la mise en œuvre. Alors sur la conception, il y a une réelle modification dans la manière de concevoir les produits aujourd'hui. Alors c'est une tendance qui a commencé il y a quelques années, mais alors qui s'est accélérée de manière énorme là ces derniers temps, ces derniers mois, en tout cas qui a pris réellement le pas sur ce qui était fait habituellement et qui vient également
du grand public, hein, c'est une demande derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est que dans la conception des produits, il y a de cela une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'on regardait quand on concevait un produit? On cherchait surtout à ce que le produit soit performant, soit effectivement économiquement viable, que on puisse l'utiliser un certain temps, mais voilà, on avait essentiellement ce regard vers la performance. Aujourd'hui, on ne peut plus du tout imaginer fabriquer des pièces sans penser au cycle de vie de la pièce. Alors ça, vous avez certainement eu des cours sur tout ce qui concerne ces questions de recyclabilité, de cycle de vie, de comment est-ce qu'on voit les choses sur du long terme. Donc aujourd'hui, à partir du moment où on fabrique une pièce, il faut imaginer la pièce depuis sa production jusqu'à sa fin de vie et donc sa réutilisation pour d'autres choses. Alors dans le domaine des composites, voilà, ça a vraiment démarré de manière visible il y a quelques temps. Le journal Jack Composite, je ne sais pas si certains sont allés voir sur le site internet, se sont abonnés aux newsletters ou au magazine. Bon, vous verrez si vous voulez le faire, mais du coup, voilà, le numéro 136, là, c'était sur toutes ces questions. Et on a rencontré, j'ai rencontré avec quelques élèves de l'école des mines au centre des matériaux, une association qui s'appelle Recycling Carbone, qui ne se trouve pas très loin d'ici, dans l'Essonne. Et donc le président de cette association, il a une entreprise qui s'appelle, je crois que c'est Sport Carbone, où ils viennent faire de la réparation de structures en composite, donc en carbone, pour le sport. Donc ils viennent réparer des cadres de vélo, réparer tout un tas de dispositifs. Et donc, il était venu nous parler du recyclage, des composites et de la vision qu'on pouvait en avoir. Et donc, il a réellement noté aussi ces transformations, et notamment les grandes entreprises se posent beaucoup de questions quant à la manière de valoriser, d'une part, leurs déchets et les produits en fin de vie. Alors, qu'est-ce que vous savez du recyclage de ces composites? Qu'est-ce que mes collègues vous ont raconté? Vous n'avez pas abordé ces questions? Non? Alors, qu'est-ce que vous en savez en dehors de ce que mes collègues vous auraient raconté? On sait qu'il y a des matériaux qui sont réutilisables, mais qui ne sont pas réutilisables dans le sens où à chaque utilisation, ils démarrent un peu plus. On prend un exemple, c'est clair. Mais on a, je pense, pas sûr qu'on ait tout ça, mais. D'accord. Et les thermodurcissables sont très difficilement recyclables. Tout à fait. Alors, on a souvent tendance à schématiser de manière un peu rapide les choses en disant que les composites, donc la matrice organique, qui sont faits avec des thermodurcissables ne sont pas recyclables et que très difficilement, et que ceux qui sont réalisés à partir de matières thermoplastiques le sont. Alors, il faut largement nuancer ces propos dans le sens où c'est recyclable à partir du moment où on le fait réellement, ou à partir du moment où les industriels ont la possibilité de pouvoir réexploiter des produits. Alors, techniquement, recycler des composites à base de thermoplastique, c'est possible. C'est possible. Est-ce que les industriels le font en grande quantité? Très peu. Très peu. Pour les thermodurcissables, évidemment, la difficulté est beaucoup plus grande, et donc il n'y a personne qui s'intéresse aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas économiquement viable. Alors, il faut imaginer que cette recyclabilité en fin de vie, c'est une chose, mais c'est loin d'être aujourd'hui le premier volet, le premier sujet sur lequel on peut travailler. Il y en a bien d'autres avant celui-là qui sont plus faciles à traiter. Et quand on fabrique des composites, on a plein de chutes, de déchets. Et aujourd'hui, beaucoup de ces déchets de production, ces chutes de production ne sont pas réexploitées. Elles sont jetées. Et là, il y a d'énormes volumes qui sont en jeu. Donc le premier travail, ça serait déjà d'imaginer, je vais fabriquer une pièce, je vais avoir des chutes. Comment je fais pour réduire mes chutes? Comment je fais pour revendre ces chutes? Pourquoi pas à des entreprises qui auraient besoin de plus petites quantités, ou pour réutiliser ces chutes dans ma propre production.
Et là, il y a réellement un enjeu. Et beaucoup d'industriels s'y intéressent. Par contre, derrière, il faut que toute la filière se mette en place. C'est-à-dire qu'un industriel qui va transformer des composites, va avoir des chutes de fibres, derrière, il va vouloir les... Alors lui, s'il ne peut pas les réexploiter, il faut qu'il y ait un client. Comment trouver le client qui va lui permettre de pouvoir exploiter ces fibres? Tout ça, ça n'existe pas et c'est le rôle de Recycling Carbone, d'essayer de mettre en relation les entreprises, les grosses entreprises, les plus petites entreprises, pour qu'il y ait des possibilités de réutilisation de ces matériaux. Alors, ce qui se fait bien, c'est quand on vient fabriquer des composites, notamment thermoplastiques, si on a des chutes de thermoplastique, on peut venir exploiter ces chutes et les remettre dans le process pour les incorporer avec une certaine quantité. Alors, vous avez peut-être vu qu'il y a certains fournisseurs d'eau en bouteille qui mentionnent en gros sur leur bouteille fait à partir de matières recyclées. Il faut considérer en fait que ce recyclage, on a tous en tête que ce recyclage provient des bouteilles qu'on va remettre dans le bac jaune, mais non, en fait ce recyclage, c'est avant tout de la matière recyclée de leur propre production. Et comme ça, déjà, alors effectivement c'est intéressant, je ne vais pas enlever le bénéfice qu'on en retire, parce que c'est autant de matière qui n'est pas remis à la poubelle, mais il ne faut pas imaginer que ce soit de la matière qui est réutilisée en fait. Parce que quand vous achetez une bouteille d'eau, vous souhaitez que votre bouteille d'eau elle soit transparente. Vous ne souhaitez pas avoir une bouteille d'eau un peu opaque. Et si on prend du plastique qui est recyclé des déchets, il va forcément être pollué et vous aurez des bouteilles qui seront un peu opaques. Et personne ne va les acheter, ces bouteilles. Donc, le principe, c'est de recycler les déchets de production dans leur propre système pour permettre de garantir en fait la qualité derrière. Ils maîtrisent réellement la qualité du produit d'un bout de la chaîne à l'autre, et en même temps, ils ont le droit de mettre que c'est recyclé parce que c'est recyclé de leur production. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, ça se fait bien avec les bouteilles d'eau. Il faut que ça le devienne pour les composites. Hein. Et donc, ça se met en place, mais c'est pas facile. Et puis après, il y a comment effectivement je vais recycler en fin de vie. Et là, c'est un chantier qui s'ouvre. Donc, si parmi vous, il y en a qui sont intéressés par toutes ces questions, il y a énormément de choses à faire pour qu'on puisse réellement monter les filières et faire en sorte que les produits à leur fin de vie puissent être soit réutilisés, soit recyclés. Ce qui se fait bien aujourd'hui, c'est la réparation. C'est de se dire, un cadre de vélo fait à partir de fibres de carbone, ça coûte très cher. Alors ça coûtait très cher il y a quelques années, ça coûte très cher aujourd'hui, mais beaucoup plus de monde utilise ces cadres en vélo, en carbone, et si le cadre vient casser, qu'est-ce qu'on fait du vélo, qu'est-ce qu'on fait du cadre? Souvent il est jeté. Et bien, de plus en plus, il y a des structures comme celle que je viens de vous donner le nom, qui récupèrent ces cadres de vélo et qui viennent les réparer pour leur donner une seconde vie. Ça, c'est pareil. C'est des choses qui ont tendance à bien se développer. Il y a un réel enjeu derrière pour pouvoir réparer toutes ces structures composites qui se réparent très bien. On a la chance d'avoir des structures qui, généralement, se réparent très bien et pouvoir les réutiliser dans un autre contexte. Alors, ce cadre qui est réparé, il va peut-être pas à nouveau être utilisé dans le contexte d'une compétition cycliste, mais il va pouvoir être utilisé par des cyclistes pour l'entraînement, pour d'autres situations. Oui. Je voulais vous poser une question. Par la suite, on a un peu de sport, qui a un défaut, alors Non, du tout. Quand c'est réparé, ça a vraiment les mêmes performances derrière. Parce qu'il y a une remplacement à voir, donc c'est-à-dire que dès qu'on répare, on a même l'impression que... Quand on répare, en fait, on vient abraser toute la zone qui est endommagée. Alors, il faut voir l'endommagement. Si le cadre est broyé, on ne va pas le réparer. Mais si c'est juste une zone effectivement qui s'est cassée, on vient araser en fait toutes les fibres, on vient reconstituer les couches une par une à la main. Alors c'est long, hein, c'est sûr, pour reformer le matériau. Et il y a tout un protocole à respecter pour qu'on vienne reprendre les efforts dans la bonne direction. Et si la réparation elle est faite dans les règles de l'art, le système tient aussi bien que celui qu'on avait auparavant. Mais il faut que ça soit fait par des professionnels. Enfin, si monsieur tout le monde s'amuse à réparer dans son garage, voilà, je pas ma main à couper qu'il peut pas y avoir quelques problèmes. Que ça soit fait dans les règles de l'art. Oui, il faut avoir le matériel. Oui, il y a forcément un arrêt zone de discontinu, du coup, les
Il y avait les anciennes qui sont cassées. Elles sont discontinues, mais elles sont sur une longueur suffisante pour pas qu'on voit trop cette discontinuité. Donc, mécaniquement parlant, il peut y avoir donc une discontinuité, mais elle est suffisamment petite par rapport aux sollicitations que ça va pouvoir continuer à être utilisé dans le contexte, voilà, dans un contexte peut-être différent, mais en tout cas, on va pouvoir continuer à utiliser le système. D'accord ? Donc là, il y a un vrai enjeu de comment je gère la fin de vie. Et donc, beaucoup d'industriels aujourd'hui se posent ces questions, et vous qui serez dans l'industrie bientôt, ben, vous aurez les mêmes questions à vous poser si vous travaillez sur des produits. Comment faire en sorte que mon produit soit réparable et puisse être réutilisé. Alors, la réparabilité, c'est une question un peu taboue souvent pour certains industriels. Mais vu que ça vient de nous, hein, nous les consommateurs, on souhaite aujourd'hui, en tout cas, avoir l'obsolescence programmée, tout ça, ça a vécu. On souhaite avoir des produits durables. Et donc, l'industriel doit aussi accompagner cette réflexion. Et celui qui proposerait des produits avec une fin de vie déjà programmée, et un produit qu'on est obligé de jeter à la fin, il va perdre des parts de marché par rapport à celui qui est capable de proposer un système où on sait qu'il y a une seconde vie possible, où on sait qu'on va pouvoir le réutiliser dans un autre contexte. C'est une vraie réflexion à avoir. Donc, c'est vraiment le cycle de vie complet qui est à regarder. Et puis, il y a l'apport aujourd'hui du 4.0. Alors, ça vous fait penser à quoi le 4.0 ? Pardon ? Alors, une version améliorée, oui. Mais vous avez entendu parler de l'industrie 4.0 ? Non ? Ça vous dit rien ? Donc, l'industrie 4.0, c'est l'industrie aidée du numérique. Donc, ces questions de recyclabilité, de réparabilité ou d'optimisation pour limiter les chutes, on va se faire aider du numérique pour pouvoir y parvenir. Alors, comment on fait ça ? On va utiliser, par exemple, sur des process, des robots qui vont être capables de limiter les chutes. J'ai un exemple en tête d'un procédé donc qui porte un nom qui s'appelle le F3P. C'est un procédé qui a été développé pour former en fait c'est utilisé par exemple dans le secteur automobile pour faire des ouvrants, donc des portières, des coffres. Et souvent, si vous prenez des tissus, par exemple, imaginez une portière, je prends un exemple concret. Une portière, vous prenez du tissu pour former votre portière, vous avez la vitre. Et vous avez plein de chutes de tissu, parce que vous êtes obligé de mettre des bouts de tissu pour faire le cadre, le tour de votre vitre. Et là, le principe, c'était que le robot allait projeter de la fibre uniquement là où la fibre était nécessaire. Donc, il ne met pas de fibre là où il y a la vitre, il vient projeter de la fibre que dans les zones où c'est réellement utile. En fait, ça permet de faire des pièces qu'on appelle ensuite net shape, sans avoir besoin de détourage important. Et donc, on n'a pas de perte de matière, très peu de perte de matière. Ça, c'est le pilotage d'un robot qui permet de le faire. Mais il faut, dans ce cas-là, avoir suffisamment de pièces à faire pour qu'on puisse programmer le robot et que ce robot nous permette véritablement de réaliser ces pièces. Si j'ai trop peu de pièces à faire, ça ne va pas être rentable d'acheter un robot et de programmer à chaque fois le robot pour obtenir, bien sûr, les produits. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est à l'intérieur des procédés d'avoir un système qui permet également de contrôler de manière très fine les différentes étapes pour essayer de mieux comprendre d'où viennent les pertes, en quelque sorte, et donc de jouer sur les pertes ponctuellement. Chaque fois, on peut mieux quantifier en fait tout ça et intervenir au bon endroit pour essayer d'optimiser véritablement la fabrication et donc derrière les chutes et puis les temps, etc. La gestion des stocks, c'est très important dans les composites aussi. Vous achetez des composites, des matières premières pour pouvoir, par exemple, vous achetez du pré-imprégné, donc de la fibre qui est pré-imprégnée de résine, ça a une durée de vie. Vous achetez de la résine, ça a une durée de vie. Si vous ne faites pas attention, vous allez dans vos congélateurs et vous avez au fond de vos congélateurs de la matière qui a dépassé sa limite et donc elle n'est plus utilisable. C'est quand même dommage. Le système, effectivement, derrière de gestion automatisée des stocks permet de vérifier quel est le lot à utiliser. En même temps, ça enregistre quel est le numéro du lot qui va fabriquer telle et telle pièce. Et donc, on sait exactement où on en est
et comment gérer les matières premières. Donc c'est vraiment une vision globale de l'industrie, hein, ce 4.0, qui va intervenir à différents niveaux et qui va nous permettre de exactement savoir où on en est. Alors est-ce que ça se met en place dans les toutes petites structures? Beaucoup plus difficilement, bien sûr. C'est surtout pour les entreprises de taille un petit peu importante, hein, mais il y a des choses, malgré tout, des outils qui sont destinés également aux PME qui leur permettent d'avancer. C'est exactement un petit moment, hein, 4.0. Oui, l'industrie 4.0, ça fait un petit moment que ça existe. Tout à fait. Enfin, un petit moment, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on en parle. Maintenant, on en parle depuis une dizaine d'années, il y avait des grosses boîtes qui avaient fait le pas, c'est pas toutes les sociétés qui sont au 4.0, ça commence réellement à se mettre en place aujourd'hui. D'accord? Et il faut comprendre comment, eh bien, grâce à ce numérique, on va réussir à gérer toutes ces étapes et donc permettre de mieux utiliser les matériaux. Donc, l'aspect durable, c'est pas que le recyclage en fin de vie, c'est aussi le recyclage des chutes, et c'est aussi comment j'utilise ma pièce en fin de vie. Je ne vais pas forcément la broyer pour faire une autre pièce, je peux peut-être récupérer une partie des structures et faire autre chose. Oui. Ça, c'est vraiment une demande du marché. Alors les deux. C'est-à-dire que c'est d'une part une demande du marché, parce que le public maintenant regarde ces choses-là, et puis c'est aussi de ce fait, hein, les États et au niveau de l'Europe, c'est la Commission européenne qui, dans les cadres de financement aux entreprises, font attention à tous ces sujets. Donc aujourd'hui, les sujets qui sont financés sont des sujets qui vont toujours avoir un volet de durabilité. Et si on ne le gère pas, ben, souvent on n'a pas le financement. Voilà, il faut gérer ces aspects-là. Exactement. Alors j'avais vu une émission il y a quelques temps où ils avaient montré justement, alors c'était Airbus qui avait des morceaux de plancher, des chutes en fait de morceaux de plancher, et comment les utiliser? Ben, c'était associé avec une start-up qui avait récupéré ces morceaux de plancher et proposait des meubles faits à partir de ces morceaux d'avion. Alors ça a un coût tout ça, mais il y a un marché derrière, il y a des gens qui sont prêts à acheter des meubles faits à partir de pièces d'Airbus. Et donc, ben, voilà, ces pièces allaient avoir une seconde vie dans ce cadre-là, alors que sinon elles étaient jetées et on n'en faisait absolument rien. Donc il y a plein d'idées qui naissent comme ça, de réutilisation du système. Alors cette petite entreprise, elle avait d'ailleurs utilisé, c'est ça qui était intéressant aussi, parce que c'est dans la philosophie évidemment complète des boîtes, pour monter son entrepôt et son activité, elle avait récupéré dans le cadre de chantiers de démolition, notamment de bâtiments tertiaires ou autres, des portes et des murs, et donc ils avaient récupéré ces éléments-là pour pouvoir, dans leur entrepôt, concevoir leur système. Donc, ils avaient vraiment poussé un peu le raisonnement, même pour leur propre activité. Donc c'est vraiment une démarche qui est à prendre en compte aujourd'hui. Bon, quelle que soit l'activité que vous aurez. Oui. Pardon? Une petite pause. C'est l'heure? C'est l'heure. Depuis quelques minutes, c'est l'heure. Donc on va faire une petite pause. Ça marche.